Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous parler de cycles à l'échelle des civilisations cette fois et voir dans quelle mesure ça peut influencer, ça peut avoir une importance dans les choix d'investissement et de constitution de patrimoine qu'on va avoir à faire au cours de notre vie. Alors, une civilisation, schématiquement, c'est un petit peu comme une entreprise, en fait. Elle a trois grandes phases dans son évolution, hein, tout comme les entreprises. Pour simplifier de façon très schématique, on a l'habitude de dire qu'il y a trois générations d'entrepreneurs qui se succèdent dans une entreprise. On a d'abord la génération du fondateur, on a le fondateur qui va créer tout à partir de zéro, devoir conquérir de nouveaux marchés, devoir développer son entreprise. Ensuite, donc ses enfants vont être des gestionnaires, ils vont se contenter de bien gérer l'entreprise qui a été construite au départ pour pouvoir avoir une belle qualité de vie, bien en profiter, mais sans dilapider ce que le fondateur a réalisé. Et la génération suivante, ça va être celle des dilapideurs, c'est-à-dire qu'une fois que bon, des personnes ont l'habitude de voir que la vie est confortable, que l'entreprise est simple à gérer, ils ne vont plus trop faire d'efforts pour maintenir cette situation, ils vont dépenser plus qu'ils ne gagnent, ils vont travailler beaucoup moins, etc. Et l'entreprise finira alors par péricliter ou par être rachetée par d'autres personnes. Donc pour les civilisations, c'est exactement le même type de choses qui se succèdent sur une échelle de temps souvent plus longue. Donc pour les civilisations, c'est exactement le même type de choses qui se produit sur une échelle de temps qui peut être évidemment plus longue. On a d'abord la phase de fondation d'une civilisation. Alors une phase de fondation, elle a deux caractéristiques. La civilisation qui est en situation de fondation et croissance, elle n'a aucun doute sur ses valeurs, elle est convaincue qu'elle a les meilleures valeurs au monde. Elle va chercher à s'étendre, à conquérir, donc ça va être une conquête d'abord de l'homme sur la nature et ensuite une conquête de l'homme face aux autres civilisations. Ce tableau de la conquête de l'Ouest résume parfaitement cette phase. Vous voyez ici, on a tout est présent en fait. On a la conquête de l'homme sur la nature ici, la conquête sur les autres civilisations ici avec les Indiens qui sont en train de fuir face à l'avancée de la nouvelle civilisation. On a une référence à la fertilité, puisqu'on est aussi dans un processus de sélection naturelle ici. Donc ça, c'est vraiment une civilisation en situation de fondation, croissance. On en a actuellement qui sont dans cette phase. Vous voyez ici par exemple la situation de la Turquie, qui symboliquement convertit la cathédrale de la basilique de Sainte-Sophie en mosquée. Et là aussi, on ne doute pas en Turquie que les valeurs de la civilisation turque sont les plus fortes, au moins de la région. Et évidemment, la civilisation chinoise actuellement, donc là aussi, conquête de l'homme sur la nature et conquête de l'homme sur les autres civilisations avoisinantes. Par exemple, ici, les Ouïghours, il n'y a aucun état d'âme sur la situation. La Chine vis-à-vis de Hong Kong, la Chine vis-à-vis des pays limitrophes, etc. Donc ça, ce sont des civilisations en phase de croissance. Ensuite, on a des civilisations qui sont en phase de prospérité, un petit peu comme l'entrepreneur en phase de la génération gestionnaire. Par exemple, la ville de Singapour. On travaille dur là-bas, on est au sommet donc du cycle de développement, mais Singapour ne cherche pas à s'étendre, à promouvoir ses valeurs face à d'autres civilisations. La Corée du Sud, par exemple, est à peu près dans cette phase également. Et l'étape suivante, comme rien ne dure éternellement, c'est la phase de déclin, de décadence. Alors cette phase de déclin, elle se caractérise par deux choses. Déjà, les gens
qui sont dans les civilisations en déclin sont convaincus que la vie est facile parce qu'ils ont connu une très longue période de prospérité. Donc ils vont chercher à vivre de plus en plus au-dessus de leurs moyens, à fuir en avant dans la dette. C'est ce qu'on observe aux États-Unis et en Europe par exemple. Donc ici vous avez aux États-Unis le déficit de la balance des paiements courants qui se creuse de plus en plus. C'est moins le cas en Europe, on est encore à peu près à l'équilibre, ça dépend des pays en fait. Évidemment, l'endettement qui se dégrade progressivement. Vous voyez les déficits publics en pourcentage du PIB qui vont croissant. On va être à peu près ici cette année aux alentours de moins 10%. Donc il y a eu évidemment un pic d'endettement juste après la guerre, mais ça c'était quelque chose de tout à fait temporaire et d'exceptionnel. Après, vous voyez que l'équilibre s'est vite rétabli, alors que maintenant on est dans une tendance de fond. Deuxième caractéristique des civilisations en déclin, c'est qu'elles sont en permanence dans la repentance, ne croient plus dans leurs valeurs et elles privilégient le pouvoir de la nature sur l'homme, alors que les civilisations en croissance, au contraire, cherchent à dompter, à maîtriser la nature. Donc typiquement, dans les civilisations européennes et en partie aussi aux États-Unis, on retrouve tout à fait ces caractéristiques aujourd'hui avec le mouvement écologiste climato-alarmiste qui vise ici la décroissance en grande partie, qui rejette les valeurs initiales qui ont fondé la civilisation occidentale, notamment l'économie de marché par exemple. On est aussi dans la repentance par rapport à ce qui a fait le glorieux passé de sa propre civilisation, avec notamment les statues déboulonnées ou plus ou moins maltraitées ici, et aussi dans la repentance face au traitement passé ou présent éventuel des minorités. Alors plus c'est minoritaire d'ailleurs, mieux c'est dans ce genre de manifestation. Donc vous voyez ici un exemple type de ce qui peut se passer dans des civilisations en phase de décadence. Dans les processus de sélection naturelle, quels qu'ils soient, il y a deux choses fondamentales qu'il faut comprendre. La première, c'est que l'unité de base, c'est le gène. Donc la vie, elle peut se résumer en quelque sorte à une sorte de compétition entre différents gènes pour se reproduire, pour se répliquer au maximum. Ça, c'est la théorie du gène égoïste notamment de Dawkins. Et la deuxième chose fondamentale, c'est que les espèces, mais ça va aussi pour les civilisations, qui réussissent à s'imposer le mieux au fur et à mesure de l'évolution, sont celles qui sont en quelque sorte les structures dissipatives les plus efficaces, c'est-à-dire celles qui parviennent à utiliser au mieux l'énergie disponible du système et à en utiliser le maximum, j'insiste bien sur le terme le maximum, évidemment totalement opposé aux visions des écologistes. Donc les mouvements climato-alarmistes et les mouvements repentants en tout genre qui se répandent en ce moment en Occident sont évidemment à l'opposé total de ces deux principes. Donc il est logique de penser qu'à terme, la sélection naturelle se chargera d'éliminer ces tendances qui ne sont pas adaptées au milieu naturel. Alors, vous avez ici un graphique assez caractéristique de la consommation d'énergie dans le monde. Vous voyez ici en 1990, donc on avait le bloc Europe-États-Unis qui était largement dominant dans la consommation énergétique mondiale. Vous voyez la situation actuelle. Ici, ce morceau d'histogramme en beige, c'est tout simplement la part de l'Asie qui a dépassé à présent le cumul Europe-États-Unis. Donc, si on suit ce que je vous disais sur les principes fondamentaux de sélection naturelle, les civilisations qui parviennent à utiliser au mieux l'énergie du système sont celles qui vont gagner à terme. Et là, pour moi, il n'y a pas grand doute sur le fait que tout le bloc de la zone Asie finira par l'emporter et d'autant plus vite que les civilisations type Europe, États-Unis auront envie de se saborder volontairement.
Alors vous allez me dire, bon, ce que Loïc Abadie raconte là, c'est bien joli, mais ce sont des tendances à 20 ans, 30 ans, 40 ans ou plus, donc en tant qu'investisseur, on n'est pas trop concerné en ce moment, c'est vraiment du trop long terme. Moi, je ne crois pas trop à cela. Bon, faut bien voir que les mouvements de décadence de civilisation ne se produisent pas de façon progressive et linéaire. Ce sont des mouvements qui se produisent en marche d'escalier brutal, en fait, dans l'histoire. Pendant des dizaines d'années, la décadence elle va couver dans la société, elle va se répandre lentement, mais on ne se rend pas compte de grand-chose dans la vie de tous les jours. Et puis, à un moment, brutalement, il y aura des événements qui vont se dérouler, qui font qu'il y aura une grosse marche d'escalier qui sera descendue à l'occasion d'une crise, quelle qu'elle soit. Je pense qu'en ce moment, les événements qui se passent montrent qu'on a de bonnes chances de descendre une marche d'escalier assez brutalement. J'ai aucune idée de vous dire si c'est dans 2 ans, dans 5 ans ou dans 7, 8 ans, mais en tout cas, c'est dans des durées suffisamment proches pour avoir une grosse influence sur votre vie d'investisseur. Bon, il y a des signes qui ne trompent pas, par exemple la volonté d'Emmanuel Macron et les idées se répandent ailleurs en Europe, peut-être aux États-Unis si Joe Biden est réélu, de vouloir inscrire la religion climato-alarmiste dans la Constitution. Ça voudrait dire par exemple qu'on pourrait opposer maintenant la Constitution à toutes sortes de projets d'entreprise, toutes sortes de projets de création de richesse sous prétexte que ça émettrait trop de CO2. Inutile de vous dire que la Chine, l'Asie, les autres pays d'Asie se frottent les mains. Ils sont évidemment ravis de ce genre de choses parce qu'ils pourront ainsi, dans la compétition, gagner beaucoup plus facilement sans même avoir à combattre qui que ce soit. Deuxième caractéristique importante, c'est l'action des banques centrales. Donc là aussi, les banques centrales favorisent clairement par leurs décisions actuelles l'émergence d'une nouvelle forme de marxisme. Alors je dis bien marxisme, c'est pas des projets climato-alarmistes, des projets des écologistes, c'est pas de la social-démocratie douce où on a un peu de collectivisme, mais on peut quand même entreprendre malgré tout avec quelques petits boulets aux pieds, mais ça reste quand même faisable. Là non, il s'agit vraiment de marxisme, de stalinisme pur et dur. Parce que à terme, l'objectif des climato-alarmistes, comme ils le disent eux-mêmes, hein, c'est d'arriver à un plafond d'émissions de CO2 par habitant. Chaque habitant aura droit à 2 tonnes de CO2 d'émissions, par exemple, par an. Et ça, ça signifie que chaque personne aura le droit à consommer un quota quasiment identique de biens, de déplacements, de services en tout genre, parce que c'est ce qu'on peut consommer est quand même fortement corrélé à aux émissions de CO2. Donc si on en arrive là, tout le monde a la même ration dans le système, donc on n'a plus intérêt à se démener pour produire des richesses, hein, parce que ça ne sert plus à rien, on ne peut plus en profiter ensuite. Et évidemment, c'est un système à ce moment-là qui s'effondre comme tout système communiste. Il faut des gardiens pour obliger les gens non motivés à produire, donc une classe communiste du Parti communiste ou du Parti écologiste super riche qui a des super pouvoirs pour forcer tous les autres à produire quand même. Et là, il n'y avait plus de grosses différences par rapport à la Russie de Staline ou au Venezuela ou à la Corée du Nord actuellement. Donc le terme marxisme, par rapport au projet climato-alarmiste, il n'a vraiment rien d'excessif. La Réserve fédérale, elle est un grand promoteur, involontaire sans doute, mais promoteur quand même de cela, parce que avec ses injections de liquidités massives qu'elle fait sans arrêt, elle fait flamber le patrimoine des plus riches qui possèdent déjà des actifs et qui voient ces actifs flamber, alors que ceux qui n'ont pas de patrimoine restent complètement à l'écart de cette croissance artificielle. Et du coup, les inégalités se creusent de plus en plus et il y a un ressentiment croissant dans la population qui va favoriser encore les thèses écologistes, les thèses anticapitalistes et autres. Donc vraiment, je pense qu'on peut, dans le mouvement général de décadence qui concerne les civilisations occidentales en ce moment, on peut descendre rapidement une marche d'escalier. Quand je dis rapidement, ça veut dire sur une échelle de temps inférieure à 10 ans.
et ça peut menacer votre patrimoine. Alors qu'est-ce qu'il faut faire face à ça? La pire des choses à faire, évidemment, c'est d'avoir la majorité de votre patrimoine en immobilier physique, parce que si vous faites ça, vous empruntez sur 20 ans pour investir dans l'immobilier physique en France, à ce moment-là, vous devenez l'otage potentiel de ce genre de personnes bien intentionnées vis-à-vis de vous. Et donc, évidemment, c'est sûrement pas un bon choix. Ce qui est le mieux à faire, à mon avis, au contraire, c'est tout simplement de parier sur les actifs qui ne dépendent en aucun cas des mauvais choix d'un groupe de pays ou d'une civilisation X ou Y. L'Europe, les États-Unis peuvent décider de se saborder s'ils veulent. Ça ne changera rien au fait qu'à l'échelle mondiale, il y aura toujours une compétition entre les différentes civilisations pour l'utilisation de l'énergie, et que la tendance reste un accroissement de l'utilisation de l'énergie tant qu'il y en aura disponible, tant que le progrès technologique donnera accès à de nouvelles sources d'énergie. Je pense notamment au nucléaire avec le thorium, qui est un relais de croissance considérable si les énergies fossiles venaient à s'épuiser dans un futur qui est encore bien lointain. On a la fusion ensuite, etc. En tout cas, il y aura toujours un gros besoin d'énergie. Et investir dans le secteur de l'énergie aujourd'hui, c'est une manière de ne plus dépendre des mouvements de déclin de certaines civilisations. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai créé cette formation sur l'or et le pétrole actuellement, que je viens de la remettre à jour. Il y a dedans vraiment des propositions dans ce sens pour échapper complètement au risque de déclin sur l'Europe et les États-Unis, en rendant votre patrimoine exposé au contraire aux pays en situation de croissance, aux civilisations fortes et émergentes. Deuxième axe pour se protéger, c'est d'investir dans des actifs qui sont exposés aux civilisations en phase d'expansion ou bien en phase de prospérité, donc civilisations émergentes ou matures mais non en situation de décadence, c'est-à-dire qui croient encore dans leurs valeurs. Et pour ça, vous avez les solutions d'avoir des fonds, d'investir dans des fonds spécialisés par pays attractifs, ou bien même il y a parfois moyen de rester à l'intérieur de la France et d'investir à ce moment-là dans des sociétés qui réalisent une grosse part de leur activité à l'international et qui ne vont pas dépendre trop, en tout cas, de ce qui peut se passer au niveau de la société française et des mauvais choix qui y seront faits. Voilà pour ces commentaires sur les cycles de civilisation. En résumé, à votre échelle individuelle, ne vous mettez jamais en situation dans votre gestion patrimoniale de devenir l'otage de ce genre de personnes.